En route vers les terres, nous suivons le lit de la rivière Trois-Pistoles jusqu'à ce qu'elle se dépose au Moulin Beaulieu, à Saint-Clément. Là où nous irons découvrir ensemble 3 agriculteurs dynamiques ainsi que la suite logique quand on fait pousser des légumes, en l'occurrence la production de semences. Merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation dans ces temps de l'année qui sont déjà quand même bien ponctués de récoltes, mine de rien. Donc, vous êtes les 3 fondateurs, fondatrices de la ferme coopérative du Moulin, qui a commencé, ça fait combien de temps déjà à peu près? En 2020. 2020. Fait que ça veut dire que ça fait 3 ans. C'est notre 4e année, dans le fond. 4e été. Ouais. Puis, pourquoi avoir entamé ce projet-là il y a 4 ans? Puis aussi, d'abord, c'est quoi une coopérative? Le modèle coopératif, c'est quoi? Bien, le modèle coopératif, c'est vraiment que il y a un conseil d'administration qui prend les décisions pour la coopérative, puis ça se fait sur une base égalitaire. Donc, c'est ça l'approche qu'on a choisie, parce que c'est toujours comme ça qu'on fonctionnait dans le passé entre nous, parce qu'on est des amis de longue date, et qu'on voulait poursuivre la formule sans qu'il y ait de boss entre nous. Fait que voilà, c'est ça pour nous pour l'instant. Dans une formule coopérative aussi, techniquement, il n'y a pas de propriétaire. Fait que l'entreprise est propriétaire, nous on est des employés et des membres travailleurs de la coopérative. Donc, j'imagine que ça fait partie d'un des avantages du modèle, de ne pas avoir de boss, de prendre des décisions communes. Moi, je dis toujours que c'est avantageux, en fait, d'être à 3. C'est plus facile de prendre des décisions, toujours une personne pour trancher quand on travaille en coopérative. Un défi de la coopérative, c'est sûr que c'est un modèle d'économie sociale, puis c'est pas un modèle qui est traditionnel encore dans l'économie des entreprises. Fait que des fois, au niveau administratif, c'est un peu complexe avec certaines instances, genre les banques, par exemple, ou encore avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, certaines instances comme ça. Ça complique des fois un peu la paperasse administrative. Oui, c'est ça. Mais à part ça, nous, on trouve ça plaisant, puis on est content de porter aussi le modèle coopératif au Québec. Puis ça a pris beaucoup d'ampleur au cours des années qu'on a existé. Je pense que les fermes coopératives au Québec, le nombre a explosé. Maintenant, je pense qu'il y en a une 50aine au Québec. Nous, on voit ça aussi comme un modèle plus viable sur le long terme, là. Moins d'épuisement aussi. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les agriculteurs, de l'épuisement, parce que souvent les gens sont seuls ou en couple à porter un projet, puis c'est une très grosse charge mentale, physique, ça demande beaucoup de temps. Donc à 3, j'ai l'impression que ça nous permet d'avoir un meilleur équilibre, puis aussi de justement là, de réfléchir ensemble à c'est quoi nos priorités, puis à mettre l'énergie où ça vaut vraiment la peine. Tu sais, tu te perds moins dans des dédales de choisir. Tu sais, on tranche puis on met l'énergie où ce que on a envie de le faire, puis que ça vaut la peine. Très cool. Puis c'est ça, pourquoi vous l'avez entamé à la base, ce projet-là, pour avoir un emploi? Parce que vous êtes passionné d'agriculture? Ben, ça fait longtemps qu'on en parlait. On a tous les 3 travaillé sur des fermes un peu partout dans le Québec. On a été d'autres amis à partir des entreprises aussi. Puis ça nous appelait beaucoup de... Veux pas, il y a un terrain ici qui est propice à ça. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas? C'est une place qu'on trouve importante dans une communauté de produire des légumes, d'avoir quelque chose de très local qui répond à un besoin chez la communauté. Puis ici, ben à Saint-Clément, il y avait personne qui faisait de légumes, puis dans les villages aux alentours non plus. Donc on s'est dit, ben on va se lancer là-dedans, on aime ça faire ça, ça nous motive, puis ça a lancé un peu l'aventure. On était rendu là dans notre vie. Puis justement, c'est quoi les activités que vous faites? C'est quoi la ferme coopérative du Moulin? Ben, on a commencé en faisant exclusivement de la production de légumes. Puis par la suite, le volet semences s'est rajouté. Donc, Manu fait la coordination. Donc, c'est ça. Puis la mise en marché des légumes, dans le fond, on fait des paniers prépayés qui vont être payés par du monde dans la région, qui vont pouvoir avoir un panier toute la saison, qu'ils reçoivent chaque semaine chez eux. Ou encore, on fait des marchés publics à Trois-Pistoles, puis on vend aussi en épicerie. Et tranquillement, on a commencé à faire une collaboration aussi dernièrement avec les petits ambassadeurs. Donc, on vend un peu de légumes dans les cartes de vie. C'est où qu'on peut retrouver les semences que vous produisez? Les semences, pour l'instant, c'est très, très régional. Donc, on en avait cette année dans les BMR à Saint-Jean-de-Dieu, Trois-Pistoles, chez Sam Agromécanique aussi à Saint-Clément. Puis, j'ai oublié une place? Mais sinon, c'est beaucoup de la vente en ligne, c'est sûr. Là, on a un site web avec tous nos produits qui sont présents. Puis, on fait aussi
la tournée des fêtes de semences pendant l'hiver. Donc, on va se promener un peu dans chaque région pour faire connaître. Puis, c'est sûr que c'est un peu le gros moment de l'année, c'est janvier, février, mars, là, où ce que les gens ils préparent leur jardin puis sont dans l'achat de semences beaucoup. Donc, les fêtes des semences, c'est très dynamique. Les gens ils viennent pour ça, pour découvrir un peu les gens qui font de la production, les nouvelles variétés. Donc, ça se passe beaucoup dans les fêtes des semences. Avant que la grosse saison des jardins commence. Ouais. Puis, sur le plan des rôles, est-ce que vous avez des rôles respectifs bien définis ou c'est fluide? Tout le monde fait un peu de tout. Toi, Manu, tu disais que c'était surtout toi qui s'occupais du volet semences, mais est-ce que c'est la même chose pour les différents visages de la coopérative, la production de légumes, par exemple, ou les marchés? Est-ce que chacun a sa spécialité? Ben, c'est mouvant, là, d'année en année. Des fois, on va s'échanger les rôles, là, quand on est tanné d'avoir un rôle sur nos épaules, des fois, on va l'échanger, mais il y a quand même certaines parties d'entreprise que souvent, une personne doit plus prendre en main au cours d'une saison, là, mettons, Félix Pimon, on va beaucoup gérer la mise en marché, Manu gère les semences, il y a la comptabilité aussi, l'administration, toutes sortes d'affaires. En début de saison, on va essayer de se diviser les rôles, mais c'est sûr qu'on essaye aussi pour que l'entreprise fonctionne bien, que tout le monde soit capable un peu de reprendre les rôles de quelqu'un d'autre en communauté. Ouais. C'est sûr que, mettons, dans les premières années, puis même jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de mettre en place le volet semences, donc c'était du essai-erreur, du développement. C'était beaucoup moi qui faisais ça. Mais maintenant qu'on est en train d'avoir des protocoles plus clairs, des méthodes aussi, mais cette année, ça a été beaucoup ça aussi, de transmettre les savoirs, puis de former plus l'équipe pour que tout le monde soit plus autonome là-dedans, puis que j'avais pas besoin de toujours être là, en fait, pour tout gérer, puis tout coordonner. On essaie beaucoup de s'auto-former au sein de la ferme pour que, c'est ça, il y ait cette égalité-là dans le savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les besoins, comprendre qu'est-ce qu'on fait aussi. Puis pourquoi produire ces semences dans une perspective d'autonomie alimentaire en plus de produire ces légumes? Bien, c'est sûr que les semences, c'est vraiment c'est la base de l'agriculture. Sans semences, on peut pas vraiment planter un champ. Puis c'est aussi un cycle qui est infini. Jusqu'à pas si longtemps, en fait, les gens ils récupéraient eux-mêmes leurs semences. C'était très local, c'était de village en village, les gens échangeaient ça. C'est extrêmement lié à l'agriculture de subsistance. Puis nous, au sein de la ferme, ça a commencé un peu parce que c'était ma passion, mais aussi on sentait un besoin d'avoir des semences qui étaient adaptées à notre climat, à notre milieu, à notre sol. Puis par des tests, moi je voyais une grosse différence dans la résistance à certaines maladies ou à certaines températures dans les semences que je produisais ici. Donc au début, ça a été beaucoup pour ça, pour les besoins de la ferme. Puis avec le temps, en voyant que mes semences atteignaient un niveau de qualité satisfaisant, on s'est dit pourquoi pas élargir ça puis pouvoir l'offrir à d'autres gens, d'avoir accès à des semences justement qui viennent du coin puis qui sont extrêmement locales. Et adaptées au climat et j'imagine au sol qu'on retrouve ici. Puis c'est sûr que c'est comme un savoir qui se perd un peu parce que les gens ont des moins gros jardins, ont moins d'espace, puis c'est beaucoup de travail puis de connaissances aussi. Mais c'est le fun il y a toujours quelques variétés qui ça vaut la peine, même chez soi dans son petit jardin, de garder les semences puis de replanter d'année en année, que c'est tout à fait faisable. Est-ce que ça peut représenter aussi des économies intéressantes ou c'est vraiment plus de l'ordre de la passion? Mais c'est sûr, ça dépend quoi. Ça dépend où est-ce qu'on achète nos semences, quel genre de semences on recherche. La quantité. Nous, pour la ferme, ça peut vraiment représenter des économies parce qu'on achète des très gros volumes puis on fait de la production de paniers puis de légumes à grande échelle. Pour un petit jardin, je pense que c'est sûr que les gens vont dépenser moins en termes de semences là, que ce que nous, on va faire, mais je pense que ça vaut la peine à plein de niveaux. Même monétaire, ça peut, pour certaines variétés qui peuvent être plus chères ou qu'il faut faire venir d'ailleurs ou quoi que ce soit, ça vaut la peine de les sauver puis de les reproduire. Il y a aussi des fois, on retrouvera pas des variétés sur le marché. Il y en a qui partent, il y en a qui sont plus disponibles chez les producteurs. Donc, s'il y a une variété qu'on aime vraiment beaucoup puis qu'on veut pas perdre, ça vaut la peine. Est-ce que c'est les variétés qu'on appelle dites ancestrales? Entre autres, oui, il y a les variétés ancestrales. Il y a aussi des trucs plus récents, mais que des fois, pour X, Y raison, disparaissent du marché. Donc, voilà. Il y a quelque chose aussi dans les semences que c'est très intéressant au niveau de la curiosité. Tout le monde fait de l'agriculture, que ce soit de l'agriculture animale ou de l'agriculture végétale. C'est comme il y a beaucoup de choses toujours à considérer. C'est le fun l'agriculture pour ça, mais c'est le climat, le sol, toutes sortes de choses à considérer et à apprendre. Puis de se lancer dans les semences, il y a quelque chose aussi même pour un petit jardinier ou une petite jardinière, quelqu'un qui fait pas une grosse superficie, c'est vraiment intéressant la dimension des semences parce que c'est encore, il y a quelque chose de comme scientifique, mais des scientifiques à la maison.
De choisir ta génétique, choisir c'est quoi tes plus beaux légumes, essayer de comme développer quelque chose sur des années. D'expérimental aussi, Ouais, puis de clore la boucle, hein. Ouais, Quoi de plus poétique que de la semence à la semence, en fait. Ça aide vraiment à comprendre les cycles qui se produisent naturellement un peu partout autour de nous, mais que souvent on oublie que même dans un jardin, ben c'est encore la nature qui est là, puis le cycle est encore présent. Là. Ouais, puis je pense que il y a une complémentarité qui est super le fun de produire des légumes puis aussi produire des semences pour ces légumes-là, à la fois pour la vente de ces variétés-là, parce que ça nous permet de mieux conseiller les gens, de dire nous on fait pousser ça comme ça, puis après ça quand on les récolte, on les cuisine de cette façon-là, puis les gens aiment beaucoup ça. Souvent c'est ça qui les convainc de choisir une variété plutôt qu'une autre, mais aussi veux pas pour la production de légumes, souvent ce qu'on recherche, c'est atteindre un certain rendement, une qualité, une uniformité, tu sais, où est-ce que ça perd un peu l'enchantement, alors que les semences, ça ramène ça des fois, là, parce que là, on voit des fleurs, que d'habitude, c'est pas, on cultive pas la plante pour la fleur, tu sais, fait que, on voit les insectes venir visiter les fleurs, les semences, ça fait que, ça amène une autre dimension au jardin qui est le fun, là. Ouais. Une certaine forme de magie. Allez-vous refaire des paniers l'année prochaine? Bien sûr. Tantôt, quand on parlait de justement pourquoi produire ces semences en plus de produire ces légumes, quelle est la pertinence de ça? Tu as brièvement abordé là, la biodiversité, hein, certaines variétés qui sont disponibles à certains moments de la vie, puis à un moment donné, soudainement, elles disparaissent. Ouais. Tu peux-tu développer un peu plus par rapport à ça, tu sais, l'importance de la biodiversité, à quel point on parle beaucoup en autonomie alimentaire de l'importance de produire ces légumes, mais on entend moins souvent parler des semences qui, sans elles, on n'a pas de légumes, tu sais. Mais c'est sûr que on remarque pas beaucoup cette perte de biodiversité-là parce que les gens sont habitués d'acheter des légumes à l'épicerie. C'est souvent les mêmes choses qu'on voit. C'est les mêmes poivrons, les mêmes variétés qui sont encouragées par les industries. Mais l'ONU estime que dans le dernier siècle, en fait, on a perdu 75% de la biodiversité dans les semences maraîchères, en fait, là, tout ce qui est comme légumes, etc. À cause du développement, à cause des monopoles aussi. Il y a des gros monopoles, des gros joueurs qui jouent à l'international. Là. Il y en a 4 principaux qui détiennent environ 60% de toute la production de semences mondiales. On parle de Bayer qui a racheté Monsanto, ChemChina, BASF. Donc, c'est comme tous des gros joueurs. Puis, ça amène une perte de biodiversité parce que ils vont se concentrer sur de la semence qui est rentable pour eux. Aussi, viser des choses qui ne se reproduisent pas ou qui ont des brevets, en fait, pour pas que les gens puissent continuer. Donc, eux, ils vont faire de l'argent à chaque année, à chaque fois qu'ils vont revendre les semences. Parce que les gens vont être obligés, pourront pas récolter les semences et ils vont être obligés par la suite de racheter à nouveau. Oui, parce que c'est illégal à cause des brevets, dans le fond. Ils sont venus breveter le vivant, ce qu'on voyait pas avant, dans le fond, dans le monde maraîcher. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi tout un truc autour de la colonisation que beaucoup, en fait, mettons, si on prend l'exemple de l'Amérique du Sud puis l'Amérique en général, ben avec la colonisation, il y a eu des génocides, il y a eu une perte extrême de la biodiversité puis du savoir semencier parce que c'était des peuples qui cultivaient beaucoup puis qui ont été déportés, que les gens sont morts de maladies, qui ont été tués aussi. Puis ça a perdu toute cette génétique-là qui avait été cultivée puis accumulée au cours de siècles, vraiment longtemps. Et adaptée, et non pas importée par les colons. Ouais, qui était très, très adaptée justement au territoire aussi. Puis il y a comme plein d'exemples de variétés de semences qui ont été perdues ou qui ont été sauvées de justesse pendant des déportations ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que la colonisation a eu un rôle dans la perte de cette diversité-là qu'on trouvait auparavant sur les territoires avec tout ce qui était très, très adapté à l'environnement. Puis donc c'est beaucoup pour ça aussi. Il y a beaucoup de mouvements politiques là, autour de revendiquer la production de semences. Il y a eu des lois aussi qui ont été passées à l'international qui interdisaient la production de semences maraîchères ou
en Amérique du Sud qui a comme des stocks complets de semences qui étaient brûlés pour empêcher la production locale puis l'autonomie des peuples, parce que avoir le parfait contrôle de sa production alimentaire puis de ce que tu produis localement, ben c'était comme une autonomie qui était très forte politiquement pour les peuples, parce que tu dépendais pas du reste du monde, tu dépendais pas des grosses industries, puis ça, c'était un peu une menace au pouvoir, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de luttes par rapport à la semence à travers le monde. Puis là, ça revient beaucoup, là, justement, là, de faire tomber ces lois-là, comme faire réaliser à quel point c'était violent pour plein de peuples, les monopoles de cette semence qui a eu lieu. Puis il y a eu plein de luttes en Inde, par exemple, en Amérique du Sud, par rapport à la semence, parce que c'est vraiment la base des sociétés qui produisent leur nourriture localement. Puis c'est vraiment un grand pouvoir, justement, cette autonomie alimentaire-là, qui est retrouvée au travers de la semence. Puis là, on s'en va cueillir, récolter des semences de tomates, c'est ça? Oui. OK. Donc là, on est avec les tomates italiennes. Oui, c'est des tomates Roma, OK. des tomates à sauce, dans le fond. Puis celles-là sont belles. Oui, exactement. Comment qu'on fait, là, dis-nous ça, là, pour sélectionner, là? Comment qu'on fait pour sélectionner un spécimen puis se dire, OK, celui-là, je veux le reproduire. C'est quoi les traits de caractère qu'on choisit, par exemple, pour la tomate, là? Ouais, ben, pour commencer, il va falloir choisir des variétés qui sont à pollinisation ouverte, parce que c'est pas toutes les variétés qui vont se reproduire puis qui vont redonner la même chose l'année d'après. Donc, on veut chercher justement des variétés ancestrales, du patrimoine, pollinisation ouverte. Si c'est F1, là, c'est une autre histoire. Donc, on choisit des semences qui ne sont pas F1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement, là, les types de semences? On entend souvent ça. Bon, les semences, c'est des semences biologiques, ancestrales, F1 ou pollinisation libre. Rapidement, là, comment qu'on peut simplifier un peu tout ce charabia? Il y a beaucoup d'étiquettes sur les semences, en effet. Les F1, dans le fond, ça va être des semences qui sont hybrides. Donc, on va prendre deux génétiques d'une même plante, là, puis on va croiser. Puis le F1, c'est pour première génération. Dans le fond, c'est la première génération de ce croisement-là. C'est une génétique qui va être stable la première année, mais que les autres années d'après, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, ça se peut que si ça se croise avec une autre, ben, on se retrouve avec une tomate qui est vraiment ronde ou qui goûte pas sucré du tout. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, on dit de ne pas reproduire des F1, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer après la deuxième année. Okay. C'est plus simple de faire des semences, justement, du patrimoine ancestral ou à pollinisation libre, parce que c'est des semences qui sont stables, puis qu'on sait que la prochaine fois que, si je replante les graines qu'il y a dans ma tomate ici, ben, l'année prochaine, je vais avoir la même plante. Puis qu'est-ce que ça veut dire, justement, pollinisation libre? Toi, c'est ce que tu fais ici. Oui, exactement. Mais c'est justement que la pollinisation se fait librement, puis elle peut être reproduite par n'importe qui, dans le fond, chez eux. Il n'y a pas de risque de croisement, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas quoi que ce soit qui empêche la reproduction de ces semences-là. Puis, des fois, les gens vont mélanger avec hybrides, OGM. T'sais, des hybrides, ça peut être biologique. Biologique, c'est vraiment la manière que la plante est cultivée. Donc ici, on est en train de faire une certification biologique. On peut utiliser du F1 en biologique. Ça, c'est pas... il n'y a pas de problème. Par contre, des OGM, ça, c'est autre chose. C'est vraiment une modification génétique qui est faite sur les semences. Que ça non plus, ben normalement, tu peux pas reproduire parce qu'il y a des brevets là-dessus. C'est comme légalement, tu n'as pas le droit de reproduire les OGM. Parce que les compagnies qui les font brevettent. C'est très rare pour des semences maraîchères à petite échelle, là, ce qu'on retrouve au Canadian Tire puis tout ça, ça sera pas des semences OGM. Ça coûte trop cher à produire, c'est trop pour des grosses cultures pour que ça vaille la peine pour les entreprises de produire de la tomate ou c'est vraiment plus le maïs, le soya qui vont être OGM. Là. Donc souvent, il y a comme moins de stress à avoir par rapport aux OGM pour des plantes de jardin. Là. Puis les productions semencières locales, à petite échelle. Ouais, il y a personne qui fait de l'OGM. La plupart du temps, c'est à pollinisation libre, biologique ou pas, si on décide de payer pour la certification et de exactement. Suivre les différentes recommandations. Parce que biologique, en fait, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides. D'engrais chimiques. C'est vraiment les méthodes de culture. Le pesticide, engrais chimiques, c'est beaucoup ça. Mais ouais, donc quand vous choisissez les semences, ben souvent c'est écrit très clairement sur surtout les maraîchers locaux, les producteurs de semences à l'échelle du Québec ou plus petits, ou même les grosses compagnies, ils écrivent quand c'est à pollinisation libre. Donc c'est facile de
le savoir. Puis tout ce qui est ancestral ou du patrimoine, ça va toujours être à pollinisation libre parce que c'est des semences qui sont tellement vieilles que, dans le fond, à l'époque, ça se passait pas vraiment faire de l'OGM ou du hybride. Puis là, on a choisi, nous autres, de faire la tomate, de récolter les semences de tomates aujourd'hui parce que c'est une semence qui est simple à récolter. Parce que il y a des semences qui sont simples à récolter, il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes pour des semencières un peu plus avertis. Pourquoi? En fait, est-ce que c'est parce que il y a des croisements justement possibles? Qu'est-ce qui fait que qu'il y a une famille de légumes qui est plus simple à récolter que d'autres? Mais je dirais pas que c'est la plus simple, mais on l'a choisi aussi parce que c'est intéressant, puis il y a plusieurs processus. Il y a des trucs qui sont extrêmement simples. Tantôt, on va aller récolter des fleurs. Il y a comme aucune transformation nécessaire. Tu prends les graines, c'est terminé. Les tomates, souvent, c'est que tout le monde en fait pousser. Pas mal, tout le monde aime les tomates. C'est un peu dans l'imaginaire des gens la base d'un jardin. Donc, on s'est dit, les tomates, c'est quand même intéressant. Puis, c'est pas trop difficile. Si ça nous intéresse la semence, c'est une bonne place pour débuter. Les trucs à savoir, c'est que souvent, il y a des croisements possibles avec d'autres variétés de tomates entre elles, mais les distances d'isolement sont plutôt petites. Donc, même si on a un plus petit jardin, puis surtout si c'est pas pour de la vente, nous, on respecte des distances de 50, 100 mètres pour être sûr de la pureté de nos graines. Mais dans notre jardin, chez nous, on peut un peu expérimenter. Même si nos tomates se croisent, c'est pas si grave. Ça se fait qu'on ait quelque chose d'intéressant l'année d'après. Puis, souvent, ce qui est recommandé à l'échelle communautaire, c'est comme des 5 mètres de distance. Donc, il y a moyen de faire ça chez soi sans que ça soit trop problématique, les croisements. Comparativement, mettons, je pense entre autres au maïs, au concombre, aux carottes, aux oignons, où là, c'est des cultures un petit peu plus complexes si on veut récolter la semence parce que les distances d'isolement doivent être très grandes. Oui. Par exemple, le maïs, souvent, c'est 1 à 2 km, je pense, les distances qui sont recommandées. Puis au Québec, vu qu'on est une province qui produit extrêmement beaucoup de maïs, c'est très difficile de respecter ces distances d'isolement-là, puis d'être à 2 km d'un autre champ où il y a du maïs. Puis, pour les autres variétés, comme les carottes, les oignons, c'est une culture pour la semence qui s'étend sur 2 ans. Donc, il faut avoir une chambre froide, une façon de conserver nos légumes pendant tout l'hiver, puis pour replanter le bulbe ou la carotte l'année d'après. Donc, c'est plus de préparatifs, puis plus de gestion quand même que les tomates. Dès la première année, tu as ta tomate, tu as tes graines. C'est un peu plus simple. Donc, c'est spécifique à chaque culture, en fait. Oui, chaque culture est vraiment... Il y a plein de petits détails à savoir, puis c'est ça qui fait un peu la complexité et l'intérêt de la production des semences. Puis là, les tomates, si on revient aux tomates, comment c'est ça? Qu'est-ce qu'on choisit comme trait de caractère? Pourquoi on les choisit? Quand on les choisit? Mais c'est sûr que la première chose qu'on va vouloir regarder, c'est que nos plants sont sains. Fait que, tu sais, il faut pas qu'il y ait de maladies, il faut qu'ils soient vigoureux. On choisit nos plus beaux. Quand tu fais de la semence, des fois, les gens ils disent « Comment j'ai telle affaire, ils montent en graines dans le fond. » Mais si tu veux avoir une bonne semence, il faut que tu choisisses le meilleur de ce que tu as parce que c'est ça que tu veux reproduire. Donc, moi, je regarde toujours mes plants, je m'assure qu'il n'y a pas de maladie. Puis, ensuite, à chaque étape, il y a un peu de la sélection là, au niveau des plants qu'on les plante. On a choisi toujours les plus beaux pour arriver au résultat qu'on a maintenant. Quand c'est le temps de la récolte, là, on va choisir des tomates qui sont très mûres. Donc, on prend des tomates bien rouges. Puis aussi, il va y avoir comme plusieurs étapes de sélection. Je les regarde, je m'assure qu'ils sont pas abîmés, qu'il n'y a pas de traces de maladie. Des fois, il y a des points noirs ou des trucs qui sont plus des maladies fongiques qui peuvent apparaître sur les graines, sur les tomates en tant que telles. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va récolter pas mal tout ce qu'on trouve sur les plants, qu'on trouve qu'il y a de l'allure, puis on va refaire un tri après là, de sélectionner vraiment les plus belles. Puis aussi, on va vouloir s'assurer de certains caractères. Mettons, moi, l'aroma, ça, je trouve que c'est une bonne taille. Je trouve qu'elle est belle, puis tout. Ça, je la trouverais un peu trop petite, en fait. Je veux pas sélectionner une génétique de semence qui me fait des tomates de cette taille-là, parce que l'aroma initial, est plus grosse que ça. Fait que celle-là, je vais la garder pour mes sauces tomates, mais je vais pas garder la semence. Prendrais-tu les premières tomates à être devenues mûres parce que tu veux qu'elles soient mûres rapidement? Au Bas-Saint-Laurent, on a des courtes saisons. Est-ce que ça influencerait justement ton choix? Oui, c'est un choix que je fais. Il y a certaines variétés que je sélectionne vraiment pour la hâtivité. Puis, sur plusieurs années, on voit quand même une différence de toujours prendre les premières qui sont prêtes. C'est sûr que ça garde un peu cette tendance-là de produire plus tôt. Puis pour une région comme ici, c'est sûr que c'est plus intéressant. Ça va nous tomber de sa tête dans pas long, là. Oui, c'est ça, on voit la pluie qui s'en vient, là. Mais... Donc, il faut que ça soit productif, beau, bon. Dans le fond, hâtif. Chaque personne choisit ses critères, en fonction de ce qu'elle a envie
en fait, je pourrais goûter chacune de mes tomates, prendre les plus sucrées. Je peux choisir si j'ai envie de prendre des formes plus funky parce que j'ai envie de développer autre chose. Je pourrais choisir toutes mes tomates qui sont de cette taille-là. Puis c'est vraiment explorer puis découvrir un peu par des tests, là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est sûr que là, nous, ici, on fait de la semence commerciale, donc on essaie de sélectionner des tomates qui représentent ce que la variété initiale pour avoir une certaine constance là, dans nos produits. Ouais, qu'une tomate Roma reste une tomate oui, c'est Roma. ça.